Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et maintenant, on va poursuivre avec le dernier show, cette fois-ci de la WWE. Donc oui, sans trop tarder, on va s'attaquer directement à Money in the Bank 2025, toujours à Los Angeles, en Californie. Donc oui, vu comment je me suis déjà attaqué à Worlds Collide avec l'association de la AAA, et bien maintenant, purement la WWE auquel on s'attaque directement. Et ça tombe bien parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Tellement de choses à dire. Et selon vous, je sais pas si selon votre avis, donc objectif ou subjectif, est-ce que c'est un bon show? Est-ce que c'est un mauvais show? Je préfère avoir votre avis directement pour éviter de trop m'emballer. Parce que si jamais je le dis que c'est un des meilleurs shows, vous m'aurez tapé sur les doigts. Si je disais que c'était un show de merde, vous m'aurez autant critiqué. Je ne sais pas quel est votre avis. Je préfère bah, en savoir plus, même si je suppose que vous n'allez pas en répondre. Mais bon. Rentrons dans le vif du sujet. On s'attaque au premier match. Oui, le premier match, c'est un Money in the Bank féminin. Et la gagnante obtiendra justement un match de championnat féminin, n'importe quel titre de son choix, où il veut, quand il veut. Donc les participantes sont Naomi, Alexa Bliss, Julia, Rhea Ripley, Roxanne Perez et Stephanie Vaquer. Alors, j'ai quand même des trucs à dire à propos de ce match-là. Ouais, vraiment de choses à dire. Et par contre, oui, on sent que ça n'a pas du tout changé. Les cordes sont blanches, il y a des sponsors partout. C'est, on perd de l'identité très claire à propos de la WWE et auquel on est un tout petit peu attristé. Mais ce que je pourrais dire à propos de ce match féminin, c'est que on sent qu'il y a un côté, il y a un côté trop chorégraphié. Je sais pas pour vous, mais j'ai ressenti en regardant ce match, j'ai senti en regardant qu'il y avait quelques trucs qui étaient complètement chorégraphiés. Et il faut savoir qu'au moment où je regardais tous les matchs de ce Money in the Bank, j'étais mort, je voulais vraiment m'endormir. Mais j'ai été courageux, j'ai terminé jusqu'au bout, comme d'habitude. Ah, mais ce que je pourrais en dire, c'était totalement chorégraphié. Et pour cause, il y a eu des bons trucs. Oui, il y a eu quelques bons trucs. Mais on sent que la plupart des lutteuses présentes sur place, je ne dirais pas la plupart des noms. Je pourrais citer une ou deux à l'occasion. Mais j'ai senti que ça... On dirait que ça attendait pour que l'autre catcheuse en question vienne enchaîner soit un coup ou une prise de manière un peu trop téléphonée. Parce que j'ai senti que c'était un peu trop prévisible, que ça s'enchaînait en donnant des instructions, donc il y avait un côté chorégraphié. Et également, on voulait se débarrasser de la femme la plus dangereuse dans le roster, donc je parle bien de Rhea Ripley, car c'était un peu elle auquel on se dit ah, si elle gagne la mallette, elle est forcément possible qu'elle pourrait avoir une chance au titre haut la main ou cash-in direct en faisant un heel turn ou un face turn, peu importe. Mais je sentais que pour les genres de catcheuses comme Julia, Roxanne Perez, Stephanie Vaquer, Alexa Bliss et Naomi, on sent que c'est un peu une menace. Après tout, c'est un peu elle la star, et auquel il faut à tout prix la neutraliser s'ils arrivent. Alors bien sûr, ils ont tenté, hein, et je dis que c'est Julia et Roxanne Perez qui ont essayé de tenter le tout pour le tout. Et bon, après, il y a eu quelques petits botches, je pourrais pas tout citer lesquels, mais il y a eu quelques botches, notamment le tout côté chorégraphié. Et ce côté chorégraphie, il y avait Roxanne Perez et Julia qui travaillent à deux pour s'acharner sur Rhea Ripley. Elles sont censées le mettre à l'intérieur de l'échelle pour faire un sandwich d'échelle ou le couper en tranches comme un jambon. Mais au moment d'effectuer ça, eh bien, une des parois des échelles se bloque et le mouvement n'a pas été très bien effectué. Donc ça a été un peu botché sur ce coup-là.
Et même le jeter d'échelle sur l'échelle auquel Rhea était enfermée à l'intérieur de l'échelle, ça n'a même pas fait son effet, ça a bondi sur la troisième corde supérieure. Donc du coup, ben, ça n'a pas aucun effet du tout. Voilà comment je pourrais un peu reprocher ce petit manque de réalisme. Parce qu'on sent qu'il y avait ce bonne volonté de faire, la bonne volonté, mais l'exécution n'a pas été très très bien amenée. Parce que oui, il faut avoir l'œil pour voir ça. Parce que même que j'étais fatigué, j'ai vu la petite exécution un peu loupée. Donc je me dis, ah c'est dommage. Et pourtant le public demandait encore une fois. Et je suis persuadé que ce n'est pas encore une fois de vas-y, on veut encore en voir plus. Je pense peut-être qu'ils veulent dire encore une fois pour recommencer le mouvement de manière parfaite. Mais ils ont préféré de pas, on va dire, trop s'éterniser là-dessus. Ils essayent de tentatives de capturer la mallette, peu importe qui il s'agit, de quelle personne. Que ce soit Stephanie Wacker qui se fait, on va dire, allumer par Rhea Ripley, mais Rhea Ripley se fait également allumer par Stephanie Wacker, et vous vous rendez compte que Wacker, il y a quelques heures plus tôt, elle combattait dans un match par équipe avec Lola Vice contre les deux luchadoras de la AAA. Et auquel ben, elle va effectuer le mouvement auquel Booker T adore plus particulièrement de faire ah, ah. Ouais, parce qu'en commentaire américain, c'est ce qu'il fait quand il voit Stephanie Wacker effectuer ce marteau-piqueur en mettant la tête de la catcheuse entre ses cuisses et de la pistonner sous le ring. Eh bien là, c'est pas plutôt sous le ring, mais plutôt sur les échelles. Et du coup, ben, le public a suivi le mouvement, a décidé de faire une Booker T. Et que... Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que je l'avais dit dans la review sur WWE NXT et AAA. C'est vrai que je trouve assez dommage qu'ils l'ont démarré beaucoup trop tôt dans le roster. Car selon moi, certes, elle a les qualités, elle a le bon in-ring, elle a le personnage, elle a le look. Mais selon moi, on sent qu'il y a encore du progrès à faire au niveau de l'anglais. Mais bon, ce n'est pas de sa faute, car il y a aussi Julia qui a aussi un peu d'émol à propos de tout ça. Et en revenant à Julia, il faut savoir que Julia, lorsque les catcheuses se sont, on va dire, auto-allumées et mis KO, eh bien, ce qui m'a un peu déçu avec elle, et là c'est une petite déception, elle sait qu'elle a le match en main, elle sait que les catcheuses sont à l'extérieur, qu'elles sont en train de vendre leur douleur. Eh bien, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait qu'elle a le match en main, elle décide de retirer les échelles l'une de l'autre côté. Et du coup, bah, elle perd du temps et j'étais en mode, mais non, fais pas ça! Monte, va capturer la mallette, bon sang! J'étais en mode comme ça, fais pas ça! Et j'étais en mode, mais pourquoi, Julia? Pourquoi tu fais ça? Va capturer la mallette! Oui, parce que la plupart des lutteuses, on dirait que elles sont pas, on va dire, si chaudes pour capturer une mallette. Alors que normalement, c'est le but initial pour l'opportunité à un titre mondial féminin. Ce qui n'a pas été le cas. Bon, après, ça va se conclure justement avec Rhea Ripley et Alexa Bliss qui font des petits jeux de regard, de creepy, bref, de trucs absolument flippantes. Et que l'une des deux allait se battre pour capturer la mallette, mais c'est finalement Naomi qui pousse les deux catcheuses et qu'elle va monter pour capturer la mallette. Donc oui, c'est elle qui remporte le match, victoire de Naomi, et que maintenant il faudra que les championnes fassent attention à Naomi, vu comment son personnage c'est je suis, on va dire, très menaçante, je blesse des gens, je les attaque par derrière jusqu'à ce qu'on les envoie à l'hôpital, un peu comme elle avait fait avec Jet Cargill, auquel ben, Christophe Ajus, en commentaire, parce que oui, j'ai regardé en commentaire français, qui le surnomme Jet Cargill Jet Carglass,
Donc oui, il a surnommé Jet Carglass, alors qu'on sait très bien c'est Jet Cargill, mais il a décidé de faire un jeu de mots avec le genre de publicité de Carglass. Donc Carglass répare, Carglass remplace. Je sais pas pour vous. Je sais pas pour vous, mais j'ai cette impression. Mais je suis sûr que les championnes sont averties, vu comment elle a la mallette, il faut faire attention à ne pas se faire avoir. Voilà tout. Maintenant, le deuxième match, et c'est un match pour le titre intercontinental masculin de la WWE. The Dirty Dom, ou Dum Dum, Dominique Mysterio, accompagné par Liv Morgan, contre Octagon Junior. Alors, comment ils en sont venus aux mains? Tout simplement comme je vous l'ai expliqué dans la review de When Worlds Collide, ou Worlds Collide, pas When World. Tout simplement, Dominique Mysterio a décidé de s'attaquer aux personnes, aux catcheurs mexicains avec qui ils ont des relations amicales avec son père Rey Mysterio, et qui décide justement, donc Dominique Mysterio, à chier sur la colle en trash-talkant un des catcheurs mexicains. Donc il a décidé de s'en prendre à Octagon Junior. Et comme je vous l'ai dit, à ne pas confondre avec Penta, parce qu'à l'époque Penta se faisait appeler Pentagon Junior, ou Penta El Zero Miedo, j'en passe de Penta comment. Eh bien, faut pas confondre, vu comment on va dire que Octagon, c'est un peu le ninja mexicain, vu comment il y a un côté ninja dans sa manière de combattre, et du style également. Eh bien, c'est comme ça comment, après une bagarre, il a obtenu une chance pour le titre. Et pourtant, c'est un peu aussi téléphoné, c'est ce genre de stratégie auquel je ne suis pas forcément fan, mais que le match a eu lieu. Et c'était du pur lucha libre. Oui, parce que dans le match, j'ai ressenti de la technique spéciale lucha. Surtout quand c'est Octagon, parce que Dominique Mysterio, il a un côté luchador, mais pas le style triple A. Je sens qu'il n'a pas ce côté style triple A parce que le catch mexicain est un peu différent de celui du catch américain. Par exemple, je sais que les catcheurs mexicains, eux, ils travaillent à droite, alors que les catcheurs internationaux comme américains, japonais, allemands, anglais, français et quelques autres pays, certains travaillent à gauche. Donc il y a un côté travail à droite, travail à gauche, mais qu'il y a un côté des Mexicains qui doivent s'adapter au style américain. On pourrait appeler ça du style wrestling lucha, même si on sait que lucha libre, ça veut dire lutte libre, alors que pro wrestling, c'est pro catch, quoi. Mais après, personnellement, je trouve que Rey Mysterio, il n'est pas, on va dire... certes, c'est un luchador, il a un peu le digne héritier de Rey Mysterio, même si il crache sur les valeurs principes de Rey Mysterio, et qu'il a, on va dire, toutes les arsenals requises de Rey Mysterio, et également de Eddie Guerrero. Vu comment il aime de ressembler à mort à Eddie Guerrero, à tel point qu'il lui pompe tout. Il lui pompe son style, il lui pompe son in-ring. Bref, Dominique Mysterio, il pompe tout à Eddie Guerrero. Est-ce que c'est une pâle copie d'imitation? Je vous pose la question. Même moi, je pourrais pas vous trop expliquer. Mais que si ce n'est que Octagon, certes, il avait forcément le match en main, mais il fallait pas forcément trop, on va dire, compter là-dessus, vu comment il y avait Liv Morgan qui a décidé de faire distraction et pour justement Dominique Mysterio, de faire tomber Octagon sous ses roubignoles et d'effectuer un frog splash sur le dos. Donc il nous fait une Eddie Guerrero en faisant le tomber pour la victoire. Donc c'est lui qui conserve son titre et qui bat Octagon Junior. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose à dire à propos de tout cela. Mais je poursuis à propos des autres matchs, car c'est le match numéro 3. Match pour le titre féminin intercontinental de la WWE entre Becky Lynch contre Lyra Valkyria. Et si
Becky perd, eh bien, elle n'aura aucune chance au titre intercontinental féminin des mains de Lyra Valkyria. Et si jamais ben, Lyra Valkyria ben, perd le match, eh bien, elle doit reconnaître de force la valeur de Becky Lynch en tant que championne. Et qu'elle doit, on va dire, la reconnaître, la... Comment je pourrais dire de, de mieux... Parce que j'ai pas d'autres termes en tête. Hein. Si ce n'est que, on va dire, elle est obligée de la reconnaître, même si c'est pour la blesser de son propre amour-propre. Vu comment on peut dire que Becky n'a pas réussi à battre l'une de ses, on va dire, élèves, on va dire ça comme ça. Oui, parce que Lyra Valkyria, son mentor c'est Becky Lynch, donc on peut dire que il y a du maître et élève dans tout cela, mais que la maîtresse est un peu, un peu, on va dire, un peu jalouse de l'une de ses héritières, un peu jalouse de voir que l'une réussit mieux que elle. Il y a, il y a ce côté qu'on peut dire qu'elle est très aigrie, envieuse, euh, quelqu'un qui a un ego surdimensionné, abus d'elle-même, et qu'elle préfère se mettre plus en avant que les autres. Pourtant, pendant les affrontements, c'est Becky Lynch qui met en avant Lyra Valkyria que l'inverse. Mais je peux reconnaître, c'était pas mal, vraiment pas mal. Eh bien, on a eu des tentatives de surprendre de la part de l'une que de l'autre. Et que ce soit pour Becky ou Lyra qui remporterait le match, l'issue et le résultat de ce match peut parler de soi-même. Parce que moi, je n'entendais rien de tout ça. Je préfère voir le résultat escompté. Et pourtant, on tente les prises fétiches que qu'il est fort possible qu'il y a du potentiel défaite pour Becky, mais ça ne s'est pas passé comme il souhaitait. Donc Lyra Valkyria a tout tenté hein, d'essayer de surprendre sa mentor, mais rien n'y fait. Car après les tentatives de roll-up, de petits paquets, et j'en passe des mouvements, parce qu'il y a eu plein de prises dans plein match, et que c'est finalement Becky Lynch qui va réussir à battre Lyra Valkyria et en tenant la tenue de Lyra pour obtenir le titre. Donc justement, c'est Becky Lynch qui obtient la victoire et le titre par l'occasion. Un titre intercontinental ajouté à son palmarès. Et pourquoi pas le titre des États-Unis à l'occasion. Et les deux nouveaux titres actuels, le titre du monde féminin et incontesté féminin de la WWE. J'en ai aucune idée à ce sujet, si ce n'est qu'elle a gagné le titre et que maintenant elle veut à tout prix que Lyra Valkyria soit forcée à lever la main de la vainqueuse, à reconnaître sa défaite et de faire reconnaître à Becky Lynch que c'est elle la meilleure. Donc bien sûr, elle va un peu la faire chier, si vous voulez le terme grossier du terme, car elle veut qu'elle lève la main et qu'elle fait tourner autour du ring pour montrer à quel point c'est elle qui a gagné. Puis elle dit non, 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 viens là, j'ai pas encore fini avec toi. Je veux que tu me mets le titre autour de mes hanches, et c'est un ordre. Donc bien sûr, Lyra n'est pas contente, elle veut pas faire ça, elle veut pas donner ce plaisir, mais elle est obligée de le faire. Et du coup, ben, elle lui met le titre autour des hanches, mais par la suite, elle se fait prendre un German suplex, et c'est sûr que c'est sûrement peut-être pas fini entre les deux. Peut-être. Bon après, je peux me tromper, mais on sait jamais, hein, vu comment ils aiment la continuité, et que ça doit durer en longueur. Faut pas que ça soit non plus trop redondant. Mais bon. Maintenant, le match numéro 4, et c'est pour la mallette Money in the Bank masculin, et que celui qui gagne la mallette aura sûrement une chance au titre à où il veut, quand il veut. Oui, je sais, je bafouille dans mes paroles, mais bon, j'ai enchaîné avec la review sur Worlds Collide, et auquel j'ai pas forcément toujours mes moyens, mais je le fais avec les moyens de ce que je peux faire.
Donc voilà tout. Et les participants sont Seth Rollins contre Andrade contre El Grande Americano, qu'on sait très bien c'est Chad Gable. Donc voilà tout. LA Knight, Penta et Solo Sikoa. Ah là 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 là. Et dire que ça fait 20 ans que le concept Money the Bank existe. Oui, parce que ils aiment à nous le faire rappeler que il y a 20 ans, depuis WrestleMania 21 en 2005, auquel le concept Money the Bank a été créé. Et l'idée vient de qui? D'un scénariste et également de Chris Jericho qui a eu cette idée du Money the Bank. Et d'ailleurs, à ce propos, apparemment Triple H n'est pas fan du concept Money in the Bank. Et on se demande pourquoi. Mais ça fait 20 ans que ça existe. Et auquel, justement, c'est... justement, quand t'es Monsieur Money in the Bank, tu dois sûrement donner des opportunités aux autres. Et également à créer du suspense, de la surprise. Mais j'ai l'impression que dans la WWE, ce n'est pas leur rayon. Ils ne veulent plus créer de surprises. Ils veulent refaire les reliques du passé qui étaient mieux avant. Et ça, selon moi, c'est un peu paresseux, c'est un peu faiblard, je trouve. Hein. Et pourtant, peu importe qui ce soit, pourrait remporter la mallette haut la main. Et pourtant, j'en vois certains qui en méritent de remporter la mallette. Hein. Parce que ça s'est enchaîné. Et là, je pense qu'il n'y a pas ce gros côté chorégraphié que les femmes. Parce que du côté des femmes, il y a eu ce côté trop chorégraphie, alors que là, non, ça se donne à fond. Ça se donne à fond. Il y a un petit peu de cafouillage, je suis d'accord, mais ça n'a pas été si chorégraphié que ça. Donc voilà tout. Donc on sent que ça s'est tellement avancé dans les spots, parce que ça fait que des spots pour marquer que des gros moments. Et excusez-moi, parce que j'ai un petit contretemps, parce que le timing, c'est pas forcément trop mon fort, mais je fais comme je peux, je fais vraiment comme je peux. Et que ce soit El Grande Americano qui essaie de tenter une tricherie en mettant une plaque de métal pour essayer de mettre KO ses participants, et notamment il leur a mis KO Penta, alors que Penta, lui, c'est plus dans le côté divertissant et le côté spot à haut risque, quitte à faire des zero miedo, donc aucune peur, zéro peur. LA Knight qui régale toujours la foule en faisant des LA Knight, yeah! Et si je me trompe pas, il est officiellement chez lui, vu comment il vient de LA, donc Los Angeles, et que c'est pas pour rien comment on le surnomme le chevalier de Los Angeles, parce que LA Knight veut dire le chevalier de Los Angeles. Et pourtant, lui aussi, c'est vrai que ça fait un bon moment qu'il court après les opportunités, notamment après la mallette Money the Bank, et il n'en est toujours pas parvenu. Hein. Et spoiler, oui, parce que je préfère vous avertir, pardonnez-moi pour le coup vers le micro de mon casque, mais il ne va pas remporter la mallette. Oui, je vous ai cassé l'ambiance, c'est la vérité. Il ne va pas remporter la mallette, et ça me déçoit que la VVE ne le fait rater le coche à 2 ou 3 reprises pendant 3 années d'affilée. C'est assez tentant à voir ce genre de pratique, tellement tentant. Et que Seth Rollins, on sait que c'est un véritable rapace, vu comment il aime être un visionnaire, et il aime encore se vanter d'être le futur, vu comment il veut construire l'avenir autour de son clan, avec Paul Heyman et Bron Breakker et Bronson Reed. Donc on sait que c'est un véritable rapace qui n'hésite pas à tenter des tactiques très désespérées, quitte à être chiant par moment. Alors que Solo Sikoa, lui aussi, il a besoin de se réinventer, il a besoin de prendre, on va dire, un peu du poil de la bête. Parce que c'est vrai que lui, c'est un peu un cas particulier, car on veut pas forcément trop le voir gagner, mais on veut pas non plus le voir trop enterré d'office.
Parce que vu comment il cherche la victoire, il cherche la mallette pour remporter la mallette et peut-être avoir une chance au titre. Excusez-moi si je contredis et que je tendance à me répéter, mais il faut dire que je suis un tout petit peu fatigué et que c'est un petit peu normal, mais j'essaie de tenir le rythme à propos de tout ça. Et pourtant, il y a eu des moments auxquels on se dit ah, qui va remporter la mallette? Qui va remporter la mallette? Foutu pour foutu, qui va remporter la mallette? Eh bien, c'est là où Seth Rollins va ordonner à ses hommes de main, donc Bron Breakker et Bronson Reed, au passage que je n'ai toujours pas compris pourquoi il décide de rejoindre la faction de Seth Rollins, alors que il n'y a pas si longtemps, il s'était retourné contre Rollins en le faisant des multiples tsunamis. Je ne comprends pas où est l'intérêt, où est la logique. Et qu'en plus il était dans le côté de Solo Sikoa, et que maintenant il décide de ne plus être dans la faction de Solo Sikoa. Ok, super. Ah, la logique de la WWE ne me cessera jamais de me surprendre pourquoi il y a un certain manque de logique. Je ne comprends pas tout cela, je ne comprends absolument pas pourquoi ce changement soudain, hein. Vraiment. Mais bon, vous saviez, ils ont décidé de attaquer les participants. Je me rappelle du spear sur El Grande Americano, auquel Bron Breakker, à chaque fois quand il fait un spear, il s'envole avec. Et que Bronson Reed fait des multiples tsunamis, et j'en passe des spots. Jusqu'à ce qu'un coup qu'ils ont écrasé tout cela, ils veulent se tourner envers Solo Sikoa, mais Solo Sikoa a décidé de faire venir ses hommes de main pour attaquer justement l'équipe de Rollins. Donc il y a Jacob Fatu et Jeff Cobb qui se fait maintenant appeler Jesse Mateo. Et je me dis, mais oh là 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 là, pourquoi la WWE? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous changez les noms? Pourquoi Jesse Mateo? Est-ce que c'est pour Jean-Claude Mathéo? Est-ce que c'est pour Jean-Charles? Est-ce que c'est pour... je sais pas moi. Pourquoi ça? Je ne comprends pas. Pourquoi Jesse Mathéo? Pourquoi pas Jeff Cobb? Oh là 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 là. Même les noms, eux, là, c'est une catastrophique. Un peu comme avec Jordan Devlin. À la place de l'appeler Jordan Devlin, on le fait surnommer JD McDonald. McDonagh, pardonnez-moi. Oui, je sais, j'ai tendance à dire McDonald. En même temps, c'est un peu de la faute de la VVE. Ils avaient pas qu'à le surnommer comme ça. Mais moi, je préfère Jeff Cobb. Hein. Je préfère le nom de Jeff Cobb que Jesse Mateo. Hein. Honnêtement. Les deux gros bébés s'en prend à deux autres gros bébés. On peut se souvenir de Spear à travers la barricade, ce qui n'est pas très innovante. Alors que Jacob Fatu, lui, il s'en prend à Bronson Reed en faisant un pop-up Samoan Drop. Et qu'il voit Solo Sikoa et il veut lui offrir la victoire en plaçant l'échelle bien centrée comme il se doit pour que Solo récupère la mallette. Donc il lui dit ces fameux louanges. I love you Solo, je t'aime Solo, je veux que tu remportes la mallette parce que tu es toujours mon chef de tribu pour moi. Eh bien, certes, Solo Sikoa n'aurait pas dû prendre trop forcément la confiance, car il prend un petit peu son temps pour remporter la mallette, jusqu'à ce que, attention, Jacob Fatu décide de bloquer Solo Sikoa, et Solo Sikoa ne comprend pas, il dit « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me bloques? Je suis à deux doigts de remporter la mallette, pourquoi tu me fais ça ?» Eh bien, tout simplement, Jacob Fatu va lui dire tout simplement I hate you Solo. Donc on est passé de I love you Solo à hate you Solo. Je te déteste Solo. Donc il attaque Solo Sikoa, il le met KO et il lui fait un best moonsault ever en mettant KO Solo Sikoa. Et il y a une échelle placée sur le bord du ring et le bord de la barricade. Eh bien, il va effectuer un Uranagi sur Solo Sikoa. Donc un Uranagi, c'est un rock bottom, c'est un spinning solo, c'est un bookend. Bref,
c'est n'importe quelle prise de nom auquel on pourrait citer. Mais il a détruit Solo Sikoa. Et maintenant, ça va se jouer entre Rollins qui veut tenter de capturer la mallette, mais pourtant LA Knight l'en empêche. Et selon moi, LA Knight a fait un petit peu une erreur. Je crois qu'il aurait dû enchaîner son BFT, puis il aurait dû capturer la mallette. Mais il n'a pas fait ça. Il a allumé Seth Rollins, mais Seth Rollins revient. Et c'est lui qui l'allume LA Knight, et il allume avec un curb stomp. Et du coup, ben, la surprise n'est pas immense, car c'est lui qui remporte la mallette du Money in the Bank. Donc victoire de Seth Rollins, qui devient Monsieur Money in the Bank pour la deuxième fois. La première run, donc sa première en tant que Monsieur Money in the Bank entre 2014 et 2015, était excellente, vu comment il était le genre de heel auquel on ne voulait pas le voir gagner. Est-ce qu'il peut faire mieux que son premier run? Ah, j'en pose des tas de questions. Est-ce qu'il peut faire mieux? Je ne saurais pas quoi vous dire. Mais espérons que ce ne sera pas une parodie du passé comme il faisait à l'époque. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une parodie. Il faut que ce soit très innovant et très bien réfléchi. Mais bon, hâte de voir. Et maintenant, je passe directement au main event. Donc, match numéro 5. C'est un match par équipe entre The American Nightmare, Cody Rhodes, et The Main Event, Jey Uso, contre The Last Real Grant, enfin, The Great Champion, quoi. The Last Real Champion. Le réel vrai champion John Cena. Et The Maverick, Logan Paul. Alors oui, je comprends les fans qui sont un peu déçus de voir John Cena faire équipe avec Logan Paul et qu'ils ne veulent pas du tout voir Logan Paul remporter un titre mondial à la WWE. Parce que vu comment John Cena l'avait dit à Jey Uso lors de Saturday Night Main Event, en disant « Imaginons qu'un YouTuber devient champion du monde, ça pourrait possiblement ruiner le catch. » Vu comment... C'est ça le plan de John Cena, c'est de ruiner le catch. Et il ne reculera devant rien pour parvenir à son objectif. Vraiment rien. Et pourtant, ce qui est un petit peu incompréhensible, c'est l'arrivée de Cody Rhodes pour aider Jey Uso. C'est ça ce qui me laisse un peu perplexe. Je dis pas sur ma faim, mais je n'ai pas compris l'idée de pourquoi il décide de sauver Jey Uso. Alors oui, John Cena est intervenu, c'est un peu logique. Mais tout de même, tu disparais pendant, on va dire, 1 ou 2 mois, sans laisser de traces, et que tu prends des vacances, et que tu viens comme ça, comme si c'était une église ou un moulin. Alors que selon moi, il y a une justification à tout ça. C'est depuis ma défaite face à John Cena, ben, je me suis un peu remis en question. Je, je commence à comprendre pourquoi le titre est un véritable fardeau, mais que je veux récupérer le titre, parce que le titre doit là où il se doit d'être, et je ne laisserai pas John Cena ruiner le catch, car je vais tout faire pour qu'il ne réussira pas à ruiner le catch. Donc, certes, il y a eu cette justification comme cela, mais selon moi, c'est un peu trop tentant à savoir tout ça. En sachant que la feud n'est pas énorme, hein, vraiment pas énorme. On sent que les 4 hommes se détestent, oui. Et pourtant, si j'aurais été Cody Rhodes, j'aurais peut-être intervenu dans le match de Randy Orton pour sauver le catch, mais il ne l'a pas fait. Donc je suppose que Randy Orton a sûrement une petite dent contre Cody Rhodes. En tout cas, ben, les masques vont tomber, c'est sûr et certain. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, hein? J'ai pas d'autres noms et d'autres types de choses en tête, si ce n'est que on veut pas voir Logan Paul remporter un titre mondial, on veut pas voir John Cena partir avec le titre pour ruiner le catch, car on veut aimer les purs babyface, donc Cody Rhodes et John Cena.
Et pourtant, j'avais senti dans la présentation du main event que les Face, donc Cody Rhodes et Jey Uso, alors certes, il faut savoir qu'au tout début, ben, les gens chantaient pour eux, donc la musique de Cody Rhodes et la musique de Jey Uso en faisant des hit. Et pourtant, dans la présentation, c'était eux les plus détestés, hein. Vu comment il y a eu un tonnerre de sifflets, alors que pour Logan Paul, lui c'est logique, on le siffle parce que c'est un connard fini. Donc ça c'est amplement logique qu'on le siffle. Et pour John Cena, c'est un immense ovation, hein. Donc c'est ça ce qui est assez étrange. Donc oui, les fans de catch, les fans de la WWE sont de véritables girouettes. Je peux vous le garantir, ce sont des véritables girouettes. Ils ne savent pas qui aimer, ils ne savent pas qui détester. Bref, ils n'ont aucun goût particulier pour savoir qui encourager, qui huer. Et ça, c'est un peu, un peu, un peu bizarre. Je sais pas d'autres arguments. C'est tellement bizarre ce genre de situation. Et en plein match, on a eu aussi des chants, ben, justement, de Let's Go Sina Sina Sucks, comme à la coutume, mais également You Can Wrestle, et il y a aussi ce genre de paroles qui disent Yes We Can, Yes We Can. Donc You Can Wrestle, Yes We Can. Je crois que, bah, bien sûr, on sait que ça veut dire tu sais pas catcher. Yes We Can, je crois que ça veut dire s'il le peut, ou alors oui. Il- c'est exactement le cas. Bref, je préfère pas trop y penser, hein. Vraiment pas trop y penser. Des chants Cody Rhodes pour Cody Rhodes, justement. Des chants Yeet pour Jey Uso. Et des tonnerres de sifflet pour Logan Paul. Et etc. Alors que lui faisait son entrée avec son drone. Et que je peux retenir à propos de tout cela, notamment avec Logan Paul, parce que vu comment il adore jouer au plus malin, en ramenant son drone pour créer des moments, pour créer du contenu de voltige. Et pourtant, on sentait que dans le match, euh, il y a eu un peu ce manque d'alchimie entre Logan Paul et John Cena. Parce qu'on sent qu'il y a une petite tension. Parce que oui, il y a du changement rapide, mais dans l'exécution, c'est pas non plus fameux, hein. Du côté des Faces, c'est un petit peu pareil, mais il y a une bonne alchimie qui s'entoure. Vu comment il n'y a pas forcément trop le travail à deux, mais il y a de l'alchimie, alors que du côté des Heels, il n'y a pas forcément de très très bonne alchimie, si ce n'est que, certes, Logan Paul, il préfère bah, lécher les pieds de John Cena en disant ouais, c'est le plus grand de tous les temps, c'est l'un des plus grands champions, car sans lui tout ça ne serait pas arrivé. Bref, tous ces louanges servent forcément à créer bah, de la hit auprès du public, pour l'air de dire mais quel suceur ce Logan Paul! Donc se faire une idée en tête. Et pour revenir à propos du drone, alors oui, Logan Paul, il a pris son drone avec lui pour justement essayer de faire un frog splash comme il avait fait avec son téléphone portable. Et bien pourtant, Cody Rhodes arrive et lui fait un superplex. Et d'ailleurs, Logan Paul va subir le superplex avec le drone qu'il a entre ses mains. Et il va aussi subir un frog splash. Donc ça, c'est visuellement parlant, ça c'est parfait. Je trouve que c'est parfait. Après, l'erreur de Logan Paul, c'est de faire trop le malin, de sous-estimer ses adversaires et de se croire meilleur que les autres. Et il y a aussi ce moment auquel ben, ils ont quasiment le match en main, ils ont leur sous-fifre, donc Jey Uso, et pourtant il y a ben, des prises de bec entre John Cena et Logan Paul. Donc Logan Paul, il dit pourquoi tu fais ça? Sache que c'est moi qui gère la rencontre. John Cena dit c'est moi l'ancien, tu dois, on va dire, me respecter et accepter mes conseils. Et puis merde, j'ai pas besoin de respecter tes conseils. Va-t'en, t'es personne pour me dire qui que ce soit. John Cena n'est pas d'accord. Il a dit fais gaffe à qui tu parles, gamin, car j'ai plus d'expérience que toi dans ce milieu. Je sais comment ça fonctionne. Et ben ça permet à Jey Uso de faire le hot tag sur Cody Rhodes. Il va enchaîner ses fameux classiques. Voilà, patati patata. J'en passe des prises auxquelles ça s'est passé. Ensuite, ben, on va à l'extérieur du ring. Et quand c'est John Cena qui prend l'avantage pour allumer Jey Uso et Cody Rhodes, eh bien, il va le faire
FU, parce que oui, maintenant le AA, le Attitude Adjustment, pour moi maintenant c'est un FU. Il veut effectuer sur Cody Rhodes, mais il se fait spirer par Jey Uso. Et Jey Uso, ben, on sent que il vide de l'énergie, hein, en sachant que dans pas très longtemps, à Raw, il va affronter Gunther. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu bête de sa part de se fatiguer à se préoccuper des affaires des autres que se préoccuper d'un adversaire qui est très dominant, très dangereux. Et pourtant, ben, il va se fatiguer à la tâche. Et que ça va permettre justement à Logan Paul, parce qu'il voit que Jey Uso est un peu groggy, un peu ce manque d'énergie, il va effectuer ce moonsault à l'extérieur du ring, donc le Asai moonsault, et qui détruit Jey Uso en faisant éclater la table au passage. Une table renforcée, mais qui a décidé d'être dérenforcée. Et du coup, l'arbitre, naïf soit-il, va s'occuper de l'état de santé des deux catcheurs. Ça permet à John Cena de prendre la ceinture et de frapper avec la ceinture Cody Rhodes. Donc, il va effectuer donc, le coup de ceinture. Et pourtant, en plein match, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, mais du côté de Raw, du côté de SmackDown et même du côté d'NXT, et même de Worlds Collide, on a des chants We Want Truth, donc on veut la vérité, ou on veut R-Truth. Vu comment récemment R-Truth a été viré par la compagnie. Et dans l'histoire, on va dire que c'est un peu la faute de John Cena. Dans le kayfabe, hein, ce n'est pas réellement la faute de John Cena pour autant, vu comment on veut que dans l'histoire ce soit sa faute à lui. Même si on sait que c'est la compagnie qui a décidé de le libérer de son contrat pour ce qui va catcher ailleurs, mais forcément, les chants de la foule a été énorme. On veut voir R-Truth revenir pour qu'il nous régale de sa fameuse blague, ou peut-être changer d'attitude. Je ne sais pas. Eh ben pourtant, c'est ce qu'il va faire. Un homme capuché masqué arrive pour attaquer John Cena, et c'est évidemment R-Truth. Donc il prend la ceinture et il décide de frapper sur son, entre guillemets, héros d'enfance, même si on sait que ce n'est pas forcément son héros d'enfance, car R-Truth est plus vieux que John Cena, si je crois bien. Il a 5 ans de plus que John Cena et il a 53 ans. Et pourtant, R-Truth, certes, il a 53 ans, mais on dirait pas qu'il est vieux. Hein, car ce gars ne vieillit pas. Hein. R-Truth ne vieillit absolument pas. Et pourtant, c'est lui qui attaque John Cena et qui décide de partir. Et ça permet à Cody Rhodes de effectuer le Crossroads pour la victoire. Donc c'est lui qui bat John Cena et même Logan Paul. Donc quelque part c'est un peu une petite vengeance de ce qui s'est passé à WrestleMania 41. Et pourtant il y a aussi un manque d'incohérence aux côtés de Cody Rhodes. Hein, en sachant que du côté de Clash in Castle, du côté de l'Écosse, il n'avait pas hésité à démolir AJ Styles quitte à essayer de le blesser. Et que lors du Royal Rumble 2025, il n'avait pas hésité à détruire volontairement Kevin Owens pour parvenir à ses fins, pour rester champion, et qu'on a tous cru que ce serait un possible heel turn de la part de Cody Rhodes, et qu'à WrestleMania 41, il décide d'être un pur babyface combatif, ne pas laisser le vice prendre le dessus, alors que selon moi, il ne devrait pas hésiter du tout, et voilà comment ça lui a coûté le match à WrestleMania 41, mais là, il a décidé de saisir l'occasion en battant John Cena. Alors bien sûr, heureusement que le titre n'était pas en jeu, mais c'est un possible avant-goût qui pourrait s'affronter à nouveau, en espérant que ça se soit comme ça doit sûrement se terminer, parce que je suis persuadé que la WWE va poser le titre incontesté sur les hanches de Cody Rhodes, et que ça va peut-être mener à un face turn de John Cena. J'en suis pas sûr, mais on sait jamais. On peut s'attendre à être surpris. Donc voilà tout. Voilà tout. Et voilà comment se conclut ce show Money the Bank. Et moi, bien sûr, comme à l'accoutume, je vais conclure cette vidéo, vu comment j'ai déjà assez trop dit. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.